quelqu'un qui vient dans le domaine, fait de l'œnotourisme, vient déguster les vins, il n'y a pas de raison qu'il n'achète pas en ligne quand il arrive chez lui. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Agora, le podcast d'Auréa, podcast pendant lequel on donne la parole à celles et ceux qui font le digital commerce. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Enguerrand Bazin. Enguerrand qui est responsable e-commerce chez les vins Gérard Bertrand. C'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, exactement. Okay. Comment vas-tu, Enguerrand ? Très bien, très bien. Beaucoup de plaisir d'être ici, à Paris, pour ce podcast. Et parlons peu, parlons bien. Bon, alors, ce que je te propose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'omnicanalité, de l'IA, de l'e-commerce, du rôle de l'e-commerce chez Gérard Bertrand, est-ce que tu peux nous décrire un peu cette maison très connue pour certains, moins connue d'autres, qui est une très belle marque qui est née en France et qui est devenue une marque globale, spécialisée dans le vin, très forte à l'export. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous raconter l'histoire des vins Gérard Bertrand ? Alors, est-ce qu'on a 45 minutes dessus ? Tout à fait, nous avons même 1 heure sur cette partie-là. Parfait. Je vais essayer d'être précis. Gérard Bertrand, bon, déjà c'est un homme, c'est une marque qui est éponyme, elle est portée par lui. 200 millions de chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui a commencé il y a 30 ans maintenant, parce que le début de l'entreprise, l'entité Gérard Bertrand en tant qu'entreprise de vin, c'est 95. À la fin de sa vie rugbystique, il a repris le domaine familial à 100% et il a commencé à faire du vin à 100%, acheter des domaines, développer des marques et faire ce travail-là. Et aujourd'hui, Gérard Bertrand, alors oui, on le connaît au travers de ses marques. Parfois, on connaît ses marques sans connaître Gérard Bertrand. Gris Blanc, par exemple, on ne sait pas forcément que c'est Gérard Bertrand et inversement. Mais c'est aussi de nombreux domaines. Ensemble cultivés en biodynamie, donc on est effectivement dans un souci de l'environnement. Et ça depuis maintenant 25 ans, puisqu'on a commencé en 2002 avec la biodynamie. Ah oui, dès 2002. Dès 2002, donc ça fait longtemps. Ouais. Et certaines de nos marques, en tout cas en grande distribution, sont les leaders du bio. Donc c'est des marques qui sont en bio depuis les années 2000 en magasin. Et je pense que dans les années 2000, on ne parlait pas du bio. Ouais, on était avant l'AOP, avant les cahiers des charges bio, donc il y avait déjà de la conviction à l'époque. Et donc c'est vraiment un homme qui a eu une conviction depuis très longtemps que c'est là où il voulait aller. Et ça se ressent finalement dans l'entreprise telle qu'on l'a construite aujourd'hui, où il y a une croissance, mais respectueuse de ce qu'on fait. Gérard Bertrand, c'est 17 domaines en Languedoc. Bon, 16 en Languedoc et une en Occitanie, puisqu'on a un domaine à Cahors. Okay. Mais c'est fait dans le sud de la France, ça restera toujours fait dans le sud de la France, et c'est de là qu'on part pour ensuite être global. Ok, et du coup, une présence à l'international hyper forte, qui est arrivée quoi, dès le début, ou c'est quelque chose qui est venu au fil du temps ? Alors, je pense que par rapport à pas mal d'entreprises du vin, on vient quand même du marché domestique. La France, c'est notre premier marché. Et au fur et à mesure, l'Europe, les États-Unis, la Chine, le Canada, enfin ces gros pays, et le je ne vais pas y écorcher, mais le 6e continent aussi, parce que les croisières, ce genre de choses, c'est venu aussi au fil du temps. Nous, on a deux bureaux aux États-Unis et en Chine, en plus de nos bureaux dans le sud de la France. Et ça a été fait de la meilleure manière, puisque l'idée, c'est toujours d'aller chercher du premium, de montrer les vins tels qu'on fait, et on n'est pas du tout dans cette posture de faire du bas de gamme pour aller chercher de l'export. Et alors toi, tu as rejoint l'entreprise il y a une dizaine d'années. C'est ça. Si mes calculs sont bons. Il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Et donc aujourd'hui, tu as fait pas mal de postes. Et aujourd'hui, tu es responsable e-commerce. J'ai commencé par la communication digitale. Ouais. Donc j'ai vraiment lancé la partie réseaux sociaux chez nous, où on avait des choses, il y avait 300 personnes, 300 fans sur les pages à l'époque. Tout le monde se disait quel service marketing il avait. 300, et on est passé 300 quand j'ai commencé, et ensuite en quelques années, effectivement, on a été dans les dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes sur ces pages. Et aujourd'hui, alors j'ai pas le chiffre exact puisque c'est plus mon rôle, mais on doit être dans le 2 millions, 3 millions quand on cumule les différents comptes, tout ce qu'on a. Donc il y avait une présence en magasin qui se reflétait pas sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, c'était plus la notoriété qui faisait la présence sur les réseaux sociaux et le nombre de fans que réellement les efforts marketing. Les gens s'abonnaient aux gens qu'ils connaissaient.
Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Il faut quand même aller les chercher. Et donc, j'ai commencé communication digitale et petit à petit, on a lancé notre propre e-commerce. Et c'est là où mon poste a été recentré. Sur vraiment que du e-commerce et faire du business en ligne. Et donc aujourd'hui, tu vas nous ouvrir le capot. On a préparé ce podcast. Il y a un certain nombre de choses que je pense qui sont hyper intéressantes que tu puisses partager avec les auditeurs. Donc si je vais trop loin, tu me le diras. mais je pense qu'il y a plein de belles choses à partager et plein d'enseignements aussi pour des marques qui nous écoutent, qui peuvent avoir les mêmes enjeux que toi. Ce que je voulais, c'est te demander, aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu en penses de l'IA ? Est-ce que c'est une réalité déjà pour votre entreprise, ou est-ce que c'est une comète qui arrive, qui est encore un peu lointaine ? Comment tu vois les choses ? Aujourd'hui, la manière de le voir, c'est que c'est un outil comme un autre. Ça change notre manière de travailler, ça nous aide d'une certaine manière aussi. Ça nous aide moins, parce que forcément le monde change et les habitudes changent grâce à cette arrivée. On en parlera peut-être après, mais sur la partie recherche maintenant, effectivement, les parties... on peut maintenant déterminer à quel point ChatGPT nous fait ressortir dans ses réponses et dans ses prompts. Ce qui n'était pas vraiment une problématique avant, de se dire, tiens, est-ce que l'IA va nous considérer comme important ? Nous, déjà sur la partie contenu, donc les équipes graphistes qu'on a en interne, c'est l'utilisation classique de... je vais écorcher les noms de ces acteurs, mais on a du ChatGPT, mais on a du Midjourney, on a les outils intégrés dans Adobe, Premiere et autres. Tous ces outils-là, ça permet que les équipes travaillent mieux. Aujourd'hui, on n'a pas moins de personnes, hein. D'ailleurs, on a même plus. Parce que justement, on peut produire plus en moins de temps et en interne, ce qui n'était pas le cas avant. Côté rédactionnel, on n'est pas tous des rois de la prose. Le fait de retravailler des textes, par exemple pour les places de marché, puisqu'on est nous-mêmes nos propres auteurs sur ces places, mais on n'a pas envie d'écrire la même chose qu'on a sur notre fiche produit sur notre site, ça aide. Parce que voilà, ça permet de retravailler de manière propre. Après, il y a toujours le contrôle humain, hein. Mais c'est un travail qu'on n'aurait même pas fait. C'est pas une question qu'on paye plus quelqu'un pour le faire. C'est juste qu'on n'aurait pas fait cet effort supplémentaire. Donc là, tu as équipé tes équipes avec du coup des outils. Ça a été bien accepté. Ça a été vu comme une menace, ou au contraire comme quelque chose qui allait les aider dans leur boulot ? Mais c'est pas moi qui les ai fait, hein. Ils ont fait comme des grands. Ok. C'est que c'est comme on contrôle personne pour que sur son ordi, il cherche sur Google une solution, des choses comme ça. Avant, il cherchait sur Google une solution, maintenant, il le cherche dans les outils tels que ChatGPT ou en France, je ne sais plus comment il s'appelle, mais... Gemini non, pas Gemini, plutôt le français. Bon, Mistral. Mistral. Le chat. Mistral, c'est qu'on n'a pas à le demander, c'est qu'en fait, les gens le font d'eux-mêmes. Ok. Et le font d'eux-mêmes, et on n'a pas à les arrêter, puisqu'à la fin, ils produisent. On a plus dû redonner les règles. Faites attention, rajoutez pas telle ou telle information qui peuvent être sensibles, ce genre de choses, mais on ne peut pas les arrêter parce que ça les aide à travailler, évidemment. Ok, donc toi tu vois ça d'un œil positif, cette révolution ? Dans notre industrie et dans mon métier, oui. Ok, canon. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu des initiatives, donc au-delà des outils qu'utilisent les équipes, des initiatives que tu as mises en place avec l'IA comme accélérateur ou comme enabler en fait de certaines fonctionnalités, soit des choses qui sont vues par tes consommateurs, soit des choses qui sont peut-être plus à l'interne. Tu as des exemples ? Déjà, par exemple, on a créé des rédacteurs selon la tonalité et la marque qui parle. Donc, parce qu'on produit énormément de newsletters, mais de pages de contenu, des choses comme ça. Donc, on a formaté un agent pour qu'il ait un ton, une manière de parler, avec un discours, et on a alimenté avec des fiches techniques spécifiques, des présentations spécifiques, afin qu'il parle d'un sujet tel que nous-mêmes on parlait, mais ça nous permet au lieu d'en sortir 2 par semaine, on en sort 4, 5, 6. Ok. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites en interne.
Donc création de contenu, je crois que tu m'avais parlé dans la préparation du... Ah oui, du scrapping, ouais. Ouais, du scrapping. Moi, j'aime bien ces petits actes. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, c'est qu'on on a un besoin de monitorer, comme on est sur du digital commerce, on a besoin de monitorer le prix en ligne. Alors, il y a plein d'outils qui le font pour nous, mais on s'est dit c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas le faire nous-mêmes. Donc on s'est mis et on a créé un agent qui va justement chercher une fois par semaine ou une fois par mois des sites spécifiques pour savoir quel est le prix affiché à telle date. Et ça permet nous un travail de monitoring qui est plus manuel, qui permet juste d'être derrière sur du rapport Power BI et de voir et de dire attention il y a tel ou tel client ou c'est en train de partir dans un mauvais sens et donc il faut quand même rappeler les règles, voilà ce genre de choses. Et je voyais là, je me baladais sur le site. Je voyais que du coup sur tes fiches produits, tu avais un expert, un sommelier virtuel. C'est ça, un sommelier virtuel. Et ça, du coup, vous l'avez mis en place quand? Ça marche comment? Alors ça, c'est un prestat pour le coup. Ok. C'est Dialogue IA qui le fait pour nous. Et de la même manière, on lui feed toutes nos fiches techniques pour que quel type de questions qu'une personne pourrait savoir sur le vin, sur ce vin en particulier, il y ait une réponse. Avant, on passait par du chat. Enfin, on avait fait des... Alors, c'était avant que l'IA explose, donc je ne sais pas si on pourrait vraiment l'appeler IA aujourd'hui, mais c'était plus des réponses pré-travaillées. Ouais, les arbres de décision. Des arbres de décision, selon telle ou telle sémantique de phrase, on a tel ou type de réponse. Donc c'était avant, finalement, pour utiliser l'IA. Sauf qu'à un moment, on ne peut pas penser à tout. Toutes les manières de poser une question, tous les plats possibles et imaginables. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de, tiens, est-ce que... avec mon bœuf bourguignon, est-ce que tel ou vin rouge fonctionnerait? Sauf qu'il ne pouvait pas comprendre la question. Et donc à la fin, c'était je veux parler à quelqu'un. Alors que là, on n'a pas ce problème de je veux parler à quelqu'un. Les gens, ils ont toujours une réponse. Hein. Et le bouton contact est plus rapide. Alors qu'avant, il fallait l'encapsuler dans un chat spécifique. Donc là, non, c'est page produit, j'ai besoin d'une réponse. Nous, on s'assure que le bot, on peut l'appeler bot, si. Le bot, il a toutes les infos dont il a besoin pour répondre et on n'a jamais de rage click, quoi. Okay. Enfin, c'est la meilleure manière de savoir. Si j'ai pas de rage click, c'est que tout va bien. Rage click, c'est quoi? Pardon, c'est les gens qui s'énervent. Je veux avoir une réponse. Pardon. Non, c'est pour être sûr qu'on parle de la même chose. Et du coup, T'as vu un impact sur l'engagement sur des utilisateurs, soit en termes de conversion, soit en termes d'engagement sur les fiches produits? De l'ajout au panier. Ok. De l'ajout au panier, parce que directement à l'intérieur, ça pousse tel ou tel produit. Et on est passé sur l'outil précédent qui faisait le même travail, hein, de dire tiens, est-ce que vous pourrez... On était à du 0,2, 0,3 selon les périodes, hein, parce que selon les périodes, c'est pas les mêmes. Là, on est toujours entre 1,5 et 2,2. C'est canon. Donc c'est bien. Le lift est là. Hein. Donc à la fin, ça veut dire qu'il fait le boulot. La personne elle a les réponses qui intéressent et ensuite elle ajoute au panier. Okay. Donc elle fait le boulot qu'on lui demande. Et ça, vous avez mis longtemps pour le sortir, ce truc-là? Non, parce qu'ils étaient plutôt bons. Okay. Enfin, s'il y en a qui veulent tester ce genre d'outils, je les conseille. Okay. Et ils ont été vraiment preneurs d'initiative à faire le 80-20. 80 de boulot, ça a été eux qui l'ont fait. Et ça a été smooth la manière dont ça a été installé. Bien. Top. On veut toujours des prestataires comme ça. Hein. Ok. En Garance, je ne sais pas si tu as vu, si tu as entendu récemment dans l'actualité, il y a le patron de Shopify, le président de Shopify, qui a fait pas mal de bruit parce qu'il a indiqué que désormais chez Shopify, il n'y aurait plus aucun recrutement si l'IA pouvait faire le travail à la place. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? C'est une rengaine qu'on a quand même depuis que ChatGPT est sorti. Le côté est-ce que l'IA peut remplacer des personnes, peut remplacer un métier, ou des choses comme ça. Mais dans les faits, à un moment, quand on remplace l'IA on remplace une personne par l'IA, ou en tout cas un métier ou une expertise par l'IA, il y a des gens derrière qui vont maintenir l'IA pour que le travail soit bien fait. Donc, on perd un travail dans un sens, mais il y a quelqu'un d'autre qui aura un boulot de l'autre, parce qu'on ne laisse pas juste l'IA travailler toute seule. Ça n'existe pas. Vous avez un métier du vin. Et on est un métier du vin, on est un métier de la terre. Nous, à la fin, on va aller dans les vignes, on va les vérifier, on va travailler, il faut les monter. Ce ne sera jamais l'IA qui va le faire pour nous. Donc, c'est un sujet qui, dans notre métier, dans nos terroirs même, je dirais, on ne peut même pas en entendre parler. Ça, c'est un non-sens pour nous. Ok.
Non, Et dans les faits, je trouve qu'on a plus tendance à recruter plus dans cette période d'IA. En tant qu'entreprise, je parle pas peut-être d'agence qui était plus en prestataire, parce que ça, je peux pas savoir. Mais de notre côté à nous, on a plus tendance à recruter en data ou des choses comme ça, justement en se disant que les sujets d'IA peuvent remplacer, mais peuvent nous rendre meilleurs, plus efficaces, plus efficients. Mais à la fin, il faut quand même des gens pour. Tu as mis en place des tests IA là, pour tes nouvelles recrues ? Non. Nous, on commence à poser la question à nos candidats, de savoir en fait quel est leur niveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait, qui nous montrent un truc, etc. Ça permet de voir en fait s'il y a une appétence, s'il y a une curiosité. On commence à faire ça dans les process de recrutement. Alors peut-être que sur la partie graphiste, ils le font déjà, parce que effectivement, sortir je sais pas, un background pour un pack shot bouteille, ils vont pas le faire en faisant un shooting, ça passera par là, mais non, côté e-commerce, non. Alors, moi, je voulais qu'on discute du rôle de l'e-commerce et de la place de l'e-commerce dans l'entreprise. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager le rôle en fait de cette fonction ou de ce canal, tu vois, vis-à-vis des autres BU, vis-à-vis du business? Comment est-ce que vous le placez? Est-ce que c'est un levier de performance? Est-ce que c'est un truc de branding? Est-ce que c'est un ensemble? C'est l'omnicanalité? Comment est-ce que c'est traité et perçu chez vous? Alors nous, chez Gérard Bertrand, c'est quand même pas mal vu comme un type d'expertise. La partie e-commerce, mais c'est pas que e-commerce, digital. Donc on a un côté back-office et front-office. On a un côté front parce que nous sommes vendeurs. On a des objectifs de performance, forcément. Mais on est aussi la vitrine de l'entreprise. À la fois dans nos placements sur tel ou tel produit, le prix qu'on pratique, les offres mécaniques qu'on va pratiquer. On est aussi la vitrine de la marque vis-à-vis des consommateurs, mais vis-à-vis aussi de nos clients B2B retailers. Et en plus de ça, on est aussi au service des autres BU pour eux qu'ils vendent. Donc, par exemple, les campagnes digitales sont gérées par nous, mais c'est pas forcément pour nous vendre. Ça va être pour faire du drive to store en Allemagne pour telle ou telle offre, c'est pour travailler la notoriété de tel produit dans tel pays, et ça c'est au service des autres BU, c'est pas pour notre propre poche. Ok. Donc finalement, le fait qu'on ait lancé le e-commerce a permis vraiment qu'on crée une expertise interne, justement sur ce côté-là, d'aller chercher de l'acquisition pour ces BU, alors qu'avant on aurait confié à des agences ou à l'externe, de bout en bout, la campagne 360. Alors que la campagne 360, maintenant, elle est faite in-house. Et elle est vendue, finalement, au business unit. Et si on a une campagne e-commerce qui est performante, nous-mêmes, on va la vendre à nos pays export en disant, allez, travaillez avec vos partenaires, on a telle offre, telle campagne, telle mécanique. Peut-être que ça peut marcher aussi dans votre pays. Et vous pouvez vendre forcément à ce retailer, mais que le retailer aussi peut vendre à sa clientèle. Ok, du coup, moi, ce que j'entends, c'est que tu as une logique de visibilité pour faire découvrir vos produits, que ce soit pour le canal online et le canal offline. Oui, tout à fait. Les boutiques, les cavistes et autres, mais que tu as également une logique de vente en direct depuis votre vitrine. Ça pèse quoi à peu près aujourd'hui le digital dans vos revenus globaux? Tu peux nous partager ça ou pas? E-commerce, on est sur du 1,6% de notre chiffre d'affaires global. Ok. Nous, on veut viser 10%. Ah, j'aurais dit plus, Enguerrand. Dit plus. Mais on est parti tard. Tard, donc un des nerfs de la guerre, c'est quand même la partie base de données clients, le CRM. Et comme on a une clientèle qui commence à arriver tard, donc 2019, cette base de données vraiment de clients des Gérard Bertrand, elle est encore en construction. Donc ça fait 6 ans que vous avez lancé l'e-commerce seulement? Vraiment, vente de vin en direct, ouais. Ok. Donc assez tard. 2% en 6 ans, c'est pas mal. Oui, on va pas se plaindre. Mais on pourrait... l'exemple du vin, ce côté allocation, où une clientèle va être contactée pour savoir s'ils prennent leur caisse de vin, ce qui est vraiment de ultra premium. Là, on parle de vin de Bourgogne, les très grands bordelais. On travaille sur allocation. Donc, c'est la base de données clients qui fait quasiment 100% du chiffre d'affaires. Ok. Sur leur base qu'ils contactent chaque année avec le Plifly, ils font du mailing, du portage classique. Et beaucoup de ventes se font comme ça. Et donc là, c'est vos équipes qui appellent les clients
Aujourd'hui, on fait tout en digital. C'est des Ok. newsletters, c'est des choses comme ça. Après, on appelle les clients si on a quand même la partie VIP, parce que dans le programme de feed, on a des tiers, on a Ouais. des niveaux. Et vraiment notre clientèle fidèle et régulière, non, on les appelle quand il y a des offres spéciales. Ils sont Ok. contactés personnellement. Ouais. Ah, donc vous faites pas mal de business en CRM, du coup, ce que j'entends Ah ouais. sur les allocations. Enfin, Et pas que. et enfin, justement, nous, on est parti plus du digital classique, en tout cas actuel, où c'est l'acquisition via des campagnes Google, enfin Meta, Bing et autres. Et notre base de données est en construction. Ok. Alors que dans le vin, il y a plus le côté, on avait notre base de données cliente à qui on envoyait l'offre du moment, les vins qui sont disponibles cette année, et c'est plus comme ça qu'étaient vendus en direct les vins. Alors que nous, on est en train de construire cette base de données. Ok. Intéressant ça. Donc, du coup, je t'entendais tout à l'heure, tu disais, tu parlais de terroir. Comment tu fais aujourd'hui pour créer cette expérience de marque autour du vin en ligne, pour que ce soit un site qui aille au-delà du simple fonctionnel? Il faut sortir du côté fiche technique. On est parti du côté très fiche technique. Allez, je vous donne juste, voilà la Cormet vin, voilà la présentation du vin et les cépages, l'appellation et basta. Et là, on essaye de plus en plus, justement, le sommelier aide là-dedans, c'est d'expliquer un peu plus que c'est quoi le terroir. Pourquoi le terroir apporte telle chose à tel vin. Être plus finalement dans le storytelling, mais en partant d'une base qu'on avait déjà, c'est juste qu'elle n'était pas formulée d'une manière un peu plus digestive, je ne sais plus. Qu'on puisse boire. Qu'on puisse boire ou manger et être plus imagé. Les icônes, il y a encore quelques années, on se serait interdit d'avoir des icônes sur notre site. Aujourd'hui, on le fait parce qu'en fait, on sait que ça parle, il faut de l'imager, il faut que facilement on comprenne telle ou telle chose. Okay. Et on est encore en construction. C'est-à-dire, l'UX/UI, c'est un sujet de tous les jours pour continuer à ce que la vitrine soit au niveau des vins. Ok, l'ambition elle est claire. Ouais. Tu parlais il y a quelques instants de ton programme de fidélité avec des tranches. Tu peux nous en dire plus de ce programme de feed? Tu l'as lancé quand? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de le faire? Parce que vous êtes une marque avec vous êtes une maison avec des marques assez reconnues. Donc on pourrait se dire que en plus d'être distribué chez des resellers, donc tu pourrais te dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'un programme de fidélité. Pourquoi vous avez lancé ce programme? C'est une version 2.0 qu'on a aujourd'hui. Okay. La version première, elle était finalement très classique. Je gagne des points, je les consomme. Ok. Donc attends, ça, ton programme, il marche que pour la partie en ligne ou c'est ligne et en boutique? ligne et physique. Avec notre boutique, on a une boutique dans un de nos domaines où on peut déguster les vins. On a 3 restaurants, un spa, un hôtel et un bar de plage, enfin un restaurant, bar de plage. Donc chez tous les canaux dans tous ces que vous points maîtrisez, de vente, on accumule aussi des points. Ok. Et dans ces versions justement 2.0, on incluait toute la partie offline. Alors que sur la version précédente, il n'y avait que le site en ligne, on avait son compte, on cumulait des points, on les consommait. Et dans cette version 2.0, on incluait tous nos points de vente avec justement l'idée de faire du cross-sell. Quelqu'un qui vient dans le domaine, fait de l'œnotourisme, vient déguster les vins, il n'y a pas de raison qu'il n'achète pas en ligne quand il arrive chez lui. Et de la même manière, si la personne est fan d'un de nos vins, il n'y a pas de raison qu'à un moment, ils ne viennent pas du côté de Narbonne, profiter du soleil, du château l'Hospitalet, viennent avec sa femme le temps d'un week-end au spa. Et donc, c'est l'idée de rappeler que c'est un lieu. Oui, il y a un vin, mais il y a un lieu derrière. Voilà, donc, tout le programme de feed est construit de manière à ce que s'il y a une consommation de quelque chose, on puisse lui pousser autre chose. Ou en tout cas, lui dire, ça existe. Et du coup, donc ça veut dire que vous connectez aujourd'hui beaucoup l'e-commerce avec votre offre hôtellerie. Vous faites des événements, vous avez... On a des événements régulièrement dans notre lieu, grâce au restaurant. Sur la partie hôtellerie aussi, mais les restaurants, on a des dîners à 4 mains. Notre bar de plage, on a pas mal de DJ qui viennent. Donc là, on est ouvert de mai à septembre. Donc pas mal d'événementiels. On ouvre de plus en plus des événements qui étaient plus B2B à du B2C.
Donc des événements où c'était soit que vendre à des entreprises locales, et ben maintenant on essaye aussi de proposer la même expérience mais à des particuliers. Et donc ça c'est aussi un switch qu'on a fait. Et donc c'est dans ces moments-là qu'on pousse aussi justement le programme de feed et pour qu'ils y viennent. Ok. Et du coup ton programme, donc tu disais que tu as des tranches, tu cumules des points, c'est ça ? Tu cumules des points et tu gagnes, tu montes selon combien tu dépenses. Ok. Et après, du coup, tu as des avantages classiques transactionnels. Transactionnels, mais il y a aussi le côté avant-première à des événements. Ok. Parce que certains sont sold out assez rapidement. Donc le fait de gagner une semaine pour prendre ses places, ça peut être très intéressant. Des événements dédiés, des dégustations dédiées, par exemple, dans des lieux. Et bon, c'est une version 2.0 2025, mais à terme, on voudrait organiser des événements locaux, c'est-à-dire avoir un événement sur Paris, ceux qui sont au niveau le plus élevé, qui soient au courant et invités à ces événements organisés, par exemple, sur Paris. Ok. Voilà. Donc, on sent qu'il y a une feuille de route sur le programme de feed qui est écrite. On aimerait avoir 3 personnes dessus. Bon, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, puisque c'est aussi comme ça qu'on fait découvrir la marque, les vins, le lieu. Nous, on est le plus heureux dès qu'on a des clients qui passent par Narbonne, découvrent vraiment, viennent sur notre terroir. Et ça, c'est marrant parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup dans l'industrie des marques qui vont au-delà de leur territoire d'origine. Territoire, j'entends leur secteur d'activité. Et en fait, et qui vont dans d'autres catégories. Je pense notamment à Louis Vuitton qui va dans l'hôtellerie avec un hôtel sur les champs, des marques de champagne comme Ruinart qui a fait une très belle expérience en Champagne en construisant un lieu assez exceptionnel et pas mal d'autres. Vous êtes vous avez très tôt intégré l'hôtellerie dans le dispositif. C'est en 2002 à l'achat du château hospitalier. De Gérard Bertrand qui faisait que du vin, s'est construit où on a acheté un château hospitalier qui avait déjà un hôtel, qui avait déjà un restaurant plus bistrot, et il y avait déjà une boutique. Et donc c'est à ce moment-là il y a eu le switch et en plus maintenant on a un lieu pour accueillir à nous. Notre festival Jazz Hospitalier qui maintenant on doit être au 21e édition ou 22e. Okay. Ça a commencé dans le parc du château hospitalier avec 150 personnes, avec un groupe de jazz local. Maintenant, c'est Paul Naref, c'est Maé, qui viennent pour 5 jours. Et c'est 1500 personnes dans un lieu magnifique, toujours dans un petit espace. Mais ça a été fait, on va dire, naturellement. Après, je peux pas parler pour les autres, mais Ruinart était peut-être intéressé aussi de ne pas devoir payer à chaque fois dans l'hôtel d'à côté et de devoir accueillir chez lui. S'il n'avait pas de resto, c'est quand même dommage d'envoyer tes clients quand ils viennent te voir, d'aller dans un restaurant à côté, qui a peut-être même pas les vins, on est obligé de leur rajouter. Enfin, voilà. Il y a plein de choses comme ça. L'accueil, en tout cas la clientèle B2B, c'est quand même sympa si on peut le faire chez soi. C'est vrai. Est-ce que s'il y a des marques qui nous écoutent, qui se posent des questions pour lancer un programme de fidélité, qu'est-ce que tu auras envie de leur partager comme conseil ou comme retour d'expérience? Est-ce que... allez-y doucement. Je pense que, ou en tout cas, prenez la taille qui correspond à votre entreprise. Ça sert à rien d'avoir une usine à gaz. Commencez petit, juste avec ça gagne des points et ça peut les consommer. Aussi simple que ça. Au moins, ça permet de voir l'intérêt de la clientèle que vous avez d'utiliser ces points. Parce que c'est bien qu'ils les cumulent, hein, mais si à la fin ils ne sont jamais utilisés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc avant de vouloir réinventionner un truc, déjà commencer par est-ce que ça répond, est-ce que j'ai une clientèle qui aime ce genre de choses. Et ensuite avancer comme ça. Ok, on prend le conseil. En tout cas, step by step. Ma manière de voir, en tout cas, c'est effectivement step by step. Bon, parfait. Merci pour le conseil, Enguerrand. Moi, je voulais qu'on parle de tes enjeux. Ouais. Comment est-ce que aujourd'hui, alors on a une année 2025 qui est assez animée d'un point de vue international, géopolitique. Ouais. On écoutera ce podcast dans quelques années, on se dira c'est vrai qu'il y avait 2-3 trucs qui se sont passés. Comment est-ce que tu continues à faire grandir ta marque aujourd'hui dans ce contexte omnicanal en 2025 et au-delà? Alors, il n'y a pas de meilleur moment que quand ça ne va pas.
alors j'ai plus le terme exact en bourse, mais s'il y a bien un moment où il faut investir, c'est quand il y a un crash. Et donc, donc c'est le sujet aujourd'hui des investissements, par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, où on a effectivement les histoires de douane, où on a été particulièrement touché avec le vin, qui est un gros marché pour nous, mais pour le vin français en général, on n'a pas arrêté les investissements. Parce que c'est aussi là où on a peut-être des parts de marché à prendre. Et pas que, justement, pas aux Français spécifiquement, mais à tous les autres pays du monde, parce qu'on a tous été touchés de peu ou prou au même moment de menaces de douane. Et donc, c'est le moment où une marque qui a les reins solides peut aller chercher les parts de marché supplémentaires et montrer qu'elle est présente, aller chercher. Et à un moment où les gens ne veulent pas trop dépenser, parce qu'est-ce que fait, c'est-à-dire que ça coûte moins cher. Puisque les autres ne dépensent pas cet argent pour faire de la communication même. Et du coup, sur ton canal, sur l'e-commerce, comment ça se traduit, tu vois, cette stratégie de croissance ? Alors typiquement, c'est réorganiser les budgets. Là, si on parle vraiment de côté réactivité, sur des budgets qui avaient été déjà programmés, c'est les réorganiser, peut-être en les recentrant sur on sait ce qui marche, peut-être un peu moins sur une notoriété un peu globale ou des lancements produits où on n'est pas encore sûr de ce que ça va donner, recentrer sur des marques. Je sais pas, par exemple, nous, Côte des Roses, aux États-Unis, c'est la première marque de rosé premium français, là-bas sur le marché. Donc c'est investir et continuer à faire que cette notoriété continue à grandir, aller chercher des PODs, enfin des Point of Distributions là-bas. Et donc, voilà, travailler la marque et continuer à investir. Okay. Alors que j'aurais peut-être mis, je sais pas, on aurait été du 40-60, 40 sur du lancement produit et 60, c'est plus 80 pour soutenir les marques et 20 juste pour les lancements. Comme ça, je continue à m'assurer que ma marque est présente et va chercher des points de distribution supplémentaires. Ok. Et du coup, là, t'as quoi d'autre comme enjeu que tu identifies ? Donc, T'as un enjeu, j'entends un enjeu de branding, en fait, continuer à faire grandir tes marques, un enjeu de peut-être business à placer tes produits dans des zones de croissance où tu n'aurais peut-être pas investi tout de suite, ou en tout cas sur lesquels tu as envie de te consolider. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que tu as là aujourd'hui, que tu as envie d'adresser ? Alors, dans la période actuelle, il y en a beaucoup, des enjeux, mais non, c'est sûr, les marges, toujours respecter les marges quand même. C'est important dans l'e-commerce, ça coûte cher, le e-commerce. La partie, ce qu'on parle de nos coûts qu'on ne peut pas enlever, c'est l'expédition, c'est le transport. Ce genre de coûts, il faut y faire attention et s'assurer que ça ne s'envole pas. Dans des moments comme ça où justement les prix peuvent augmenter sur du carton ou autre, il faut se blinder, peut-être précommander plus que ce qu'on aurait prévu, mais au moins on s'assure qu'on ne va pas supporter les augmentations de coûts. Voilà, il y a ce genre de points. Réorganiser les solutions de transport, où on propose de tout. Nous, c'est du point relais, c'est du domicile, peut-être enlever le express. C'est pas grave, pendant une période on ne propose pas d'express, mais au moins je m'assure qu'en termes de coûts, je maîtrise plus. C'est juste du mondial relais ou du domicile standard. Okay. Voilà. Mais s'assurer que les marges ne sont pas trop mangées dans cette période, c'est important. Parce que là, pour le coup, c'est du long terme. S'il y a de la taxation au-dessus, tes points de marge, ils font comme neige au soleil. Et du coup, tu parles de marge. Quand on parle de marge, ça me fait penser à un sujet qui est le prix. J'imagine que tu as pas mal d'enjeux en fait sur ta politique tarifaire. Alors sans nous dévoiler les secrets de la politique tarifaire de Gérard Bertrand, comment est-ce que tu gères ? Parce que quand on a préparé ce podcast, tu m'as dit que vous étiez profondément omnicanal, avec des marketplaces, on va en parler un peu après, des canaux en direct, des revendeurs, des cavistes spécialisés, de la grande distribution. Comment est-ce que vous faites pour gérer en fait cette cohérence de pricing entre tous ces canaux ? La première chose, c'est de respecter nos revendeurs. Parce que, je l'ai dit, on fait moins de 2% de notre chiffre d'affaires, c'est fait sur d'e-business. Donc, il y en a 98 où c'est des partenaires qui vendent nos vins à des particuliers. Donc, il faut s'assurer que leur prix de vente aux consommateurs correspondent au prix où nous, on leur vend.
Et je vais plus loin que ça, il y a le côté aussi, c'est l'outil scrapping qui nous permet s'assurer qu'en ligne, qui est une vitrine au monde, il n'y ait pas des prix de vente qui baissent pour aucune raison, en tout cas qui soient trop bas chez les partenaires, ce qui ferait que ça pose des problèmes en magasin. Alors, la France est particulière dans le vin, où c'est quand même chez les cavistes, où il y a quand même la plupart de la consommation, en tout cas dans les magasins de spécialisés. Et eux, ils doivent être respectés. Parce que c'est le backbone de la vente de vin dans notre marché. Et forcément, ça a des implications, puisque si on respecte eux, il faut s'assurer aussi que le prix soit suffisant pour que tout le monde puisse gagner de l'argent. Et vous avez pas trop de problèmes sur la partie marketplace avec des revendeurs étrangers qui font du cross-border, qui viennent un peu bouger les prix? Alors du cross-border, non. Enfin, sur la partie France. Sur la partie en Allemagne, qu'on ait des gens qui font du cross-border sur l'Allemagne, c'est possible. Après, nous, justement, notre présence sur les places de marché, c'est aussi qu'on place le prix de vente consommateur. Si on n'y était pas dessus, on ne pourrait pas le déclarer. Donc ça serait quelqu'un d'autre, un caviste, qui dirait si, le prix de vente consommateur, c'est tant. En étant dessus nous-mêmes, et en tant que marque, et en étant identifié en tant que la marque sur ces plateformes, on donne le PVC officiel de l'entreprise. Et je vais plus loin. Voilà. Nous, on ne le fait pas, mais si on vendait, par exemple, directement à ces plateformes-là, et qui se mettaient en vendeur, on s'assure que là, pour le coup, un caviste ne puisse pas se mettre, ou un autre vendeur ne puisse pas se mettre, ne peut pas faire de cross-border. Si je vends à Amazon Allemagne, Amazon Allemagne est le vendeur. Il nous montrera un autre vendeur, même s'il est moins cher que la 4e dernière option où il faut cliquer. S'il est lui-même le vendeur, il a du stock qu'il il a acheté, il le vend. C'est souvent eux qui ont la buy box, comme on dit. Exactement, ils auront la buy box. Et en ayant la buy box, je m'assure que le PVC est donc le bon. Ok. Du coup, vous êtes en marque, enfin sur ces plateformes, vous êtes plutôt 1P? Non, on est plutôt 3P. On est 3P. 3P? Ouais. On est 3P, mais de manière générale, les prix sont plutôt respectés sur les plateformes. Sur les places de marché. Mais parce qu'on s'est mis assez vite dessus et en montrant quel est le prix. Et on a eu des échanges pas mal avec nos partenaires en indiquant mais attention, vous mettez au même prix là, vous aurez la buy box autant que nous. Donc vous allez vendre. Tout le monde est gagnant. Et il y a toujours les périodes de promo qui sont complètement autorisées où ils peuvent justement faire des offres particulières à tel ou tel client sur telle ou telle période. Et la clientèle, justement, est gagnante aussi, puisqu'elle a quand même ses offres pour les acheter. C'est assez audacieux. On ne voit pas tous les jours des marques qui se lancent uniquement en 3P, ou principalement en 3P sur... Le 3P permet d'avoir le contrôle de ses fiches. On n'a pas besoin d'être en 1P. Okay. Alors 3P on jargonne, on est bien. Mais pour ceux qui connaissent pas, donc 1P c'est la plateforme qui s'appelle First Party, c'est la plateforme qui achète votre stock, donc par exemple Amazon, et qui ensuite va le revendre, donc en fixant le prix selon un certain nombre de critères, mais c'est le distributeur qui fixe le prix. Alors que 3P c'est la marque ou une entité qui décide de vendre sur une plateforme en échange d'une commission pour avoir bénéficié de l'espace sur Amazon ou sur d'autres marketplaces. C'est ça, en tant que marchand. On n'avait pas besoin de se mettre en 1P. Le besoin de se placer sur les plateformes était de pouvoir mettre la marque au bon niveau sur celle-ci. Et on n'a pas besoin d'être en 1P, donc en first party, pour prendre le contrôle de nos fiches. En third P, enfin en 3P, tu peux avoir la main sur ta fiche, sur tel produit, faire du A+, si on est dans le jargon toujours, d'avoir ces pages un peu plus intéressantes avec plus de rédactionnel. La marque peut le faire sans avoir besoin de vendre à Amazon directement les vins. Ok. Du coup, les marketplaces, j'entends qu'elles ont un rôle hyper important dans la visibilité, que ce soit la notoriété, la considération dans les parcours d'achat? Non, c'est plus que les clientèles, les places de marché sont des clientèles fidèles. Si on veut toucher un type de clientèle, il y a une clientèle, elle va que sur Amazon. Elle ne va même pas chercher sur une autre plateforme le produit. Elle
Elle a Prime, et donc comme elle a Prime, elle a le CDAV sur Cdiscount, elle a son abonnement CDAV, elle l'achètera sur CDAV. Elle achètera sur Cdiscount les vins. Et nous, on est capable vraiment, parce qu'on a cette clientèle justement elle est scindée. Les gens, ils achètent que sur VP. Pourtant, à chaque fois qu'il y a une offre sur VP, ils achètent les vins. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne l'achètent pas à un autre moment sur une autre plateforme? On les verrait. Non. Ils achètent sur VP, ils achètent sur Showroom Privé, ils achètent sur Cdiscount, ils achètent sur Amazon. Okay. Donc c'est moins le côté visibilité de la fiche produit en ligne, c'est plus le besoin de se dire il y a une clientèle qui est marketplace, loyal. Je sais pas s'il y a un terme spécifique, mais c'est pour aller chercher cette base de données. Ok, c'est marrant parce que quand on parlait au début, tu insistais sur le fait de pouvoir prendre la marque, donc c'est pour ça que je pensais que c'était pour vous un enjeu, mais en fait, toi, tu dis que c'est un jeu. Tu as un enjeu de marque. C'est pour ces personnes qui ne vont que sur ces plateformes-là. Ok. C'est assurer que la marque est au niveau, parce que c'est quand même Amazon est premier, c'est le site le plus visité en France. Cdiscount doit être pas loin, doit être 3e ou 4e. C'est-à-dire que des gens qui cherchent notre marque, ils vont aller chercher sur Amazon, ils vont même pas aller chercher sur Google. On dit que Amazon est le Google de la recherche produit. Maintenant, on verra dans quelques années si c'est toujours eux ou s'il y en a d'autres. Est-ce que ça sera ou autre? Mais voilà, il faut que c'est pour s'assurer que le branding est bon. Ok. Et du coup, tu as quoi aujourd'hui comme défi sur les marketplaces là, pour tes marques en 2025? Alors, performance, la première chose, puisque le Google de la recherche produit. Donc, de la manière que sur Google, je veux m'assurer que je suis bien placé sur tel ou tel mot-clé, telle ou telle requête. Sur Amazon, de la même manière, mon produit doit ressortir. Si quelqu'un cherche vin rosé, mes vins rosés doivent être dans le top 10, même top 5 pour certains. Et pareil sur les autres plateformes. Donc, le besoin est le même. Donc, c'est du référencement, c'est de la performance de vente, c'est des échanges avec les partenaires en particulier, parce qu'on est suivi par des account managers. Mm-hmm. Donc, c'est un travail fait avec eux aussi pour s'assurer que la marque est au niveau de où elle est en distribution. Ok. Donc, un enjeu de perf, tu as d'autres enjeux? Branding, on en fait de plus en plus. Donc, ce qu'ils appellent le sponsored brands, ce genre de campagne. Donc, on est plus sur du display. Donc, il y a moins une performance de conversion. Parce que c'est de la vidéo, c'est de l'image. Mais voilà, de la même manière qu'on a une audience qui ne cherche et qui passe son temps sur ces sites-là, si je veux les toucher avec des publicités, ils vont pas aller sur Meta, je les toucherai au travers de cette plateforme-là. Donc c'est, un côté un peu noto, beaucoup. Et du coup, pour les marques qui refusent aujourd'hui d'aller en marketplace, nous on a un certain nombre de clients ou de marques avec qui on discute chez Auréa, qui n'ont pas envie d'aller sur les marketplaces parce que ça va venir soit abîmer leur politique de distribution, soit ils vont perdre le contrôle. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Ils peuvent avoir raison. Hein. Déjà, c'est la première chose. Ils peuvent avoir de très bonnes raisons de ne pas le faire. Il y a juste le deuxième point où on n'a pas le contrôle que si on n'est pas dessus, pour le coup. Le contrôle sur sa marque, on ne l'a qu'en étant sur la plateforme, en ayant au moins un compte marque. Alors sur Amazon, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est... Brand Registry. Brand Registry, exactement. Où on commence à avoir accès à des choses. Sur Cdiscount, ils n'ont pas... si, ils ont un peu avec le Boostit, mais bon. On a contrôle sur la fiche qu'en ayant listé la fiche. Donc le côté contrôle, il est parce que Amazon n'interdit pas la vente. N'importe qui peut mettre un produit. Donc une marque qui ne se met pas, c'est-à-dire quelqu'un d'autre met la marque. Ouais, toi tu dis en gros, si c'est pas vous qui êtes là, vous êtes sur le bord du terrain, mais vous allez passer votre temps à commenter. Mais en tout cas, quelqu'un va référencer votre produit parce qu'ils veulent le revendre. C'est pas interdit de revendre un produit qu'on a acheté. Donc tout le monde peut le faire. La seule chose qui le brand registry permet, c'est s'assurer que c'est pas un faux produit. Ouais. Ou qu'il y ait quelque chose qui vraiment fait mal à la marque en termes d'image. Mais le produit peut être revendu. Donc le côté contrôle, on ne l'a qu'en étant dessus. Ça, c'est le premier truc. Et sur le côté distribution, c'est là où ils peuvent avoir raison. C'est que nous, on est vraiment omnicanal. Nos produits sont... Là où il y a du vin, il peut y avoir un de nos produits. Et on a des marques où elles sont vraiment
dans tout type de point de distribution. Côte des Roses, ça peut être autant au restaurant que chez un caviste, que en ligne chez des revendeurs, que chez Air France. Enfin, c'est un produit omnicanal. Donc être sur Amazon, en soi, c'est tout aussi omnicanal. Ouais. Amazon, c'est la grande distribution en ligne, on va pas se mentir. Donc à partir du moment où mon produit il est chez Carrefour, il n'y a aucune raison qu'il puisse pas être sur Amazon. En revanche, si je suis un joaillier où je veux sélectionner ma boutique avec qui je travaille, je suis d'accord, il n'y a pas de raison d'être sur Amazon, parce que justement, c'est un côté très exclusif. Et c'est le côté mass market. À partir du moment où une marque est mass market, il n'y a aucune raison de ne pas être sur Amazon. On se coupe d'une clientèle. C'est le sujet de pourquoi... pour toi, c'est un réservoir de clientèle additionnel. C'est un réservoir de clientèle. Finalement, je sais pas, je suis fan de Garmin, mais j'achète que sur Amazon. Si Garmin n'est pas sur Amazon, j'ai pas envie d'aller sur le site de marque. Je veux mon truc Amazon. Voilà. Donc voilà. C'est pas... Et du coup, ça me fait venir une autre question. Pour toi, du coup, le rôle d'un site en direct, d'un D2C versus des marketplaces, ça va être quoi ? C'est toujours important aujourd'hui en 2025 ? Ah oui. Ah, c'est clé, parce que c'est sa base de données. C'est sa base client, tu veux dire ? C'est ma base client. Ouais. C'est ma clientèle. C'est ceux... Justement, l'idée, c'est aussi de faire switcher les gens qui n'achètent que sur Marketplace, aussi qu'ils achètent en ligne. Parce que tous les vins, je parle pour nous, mais tous nos vins ne sont pas sur une place de marché. En tout cas, on ne les liste pas en tant que tels. Il y a une fiche produit qui existe, mais on ne liste pas de produits à vendre. Donc, une clientèle qui est sur ces plateformes, l'idée, c'est d'arriver aussi de les avoir en direct. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas nous acheter d'autres vins sur les plateformes, mais c'est quand même qu'ils passent en direct. Ça nous permet d'avoir le contact, ça nous permet de proposer des offres, ça permet qu'ils gagnent des points, parce qu'ils vont pas gagner des points s'ils achètent le même produit sur Amazon. Et voilà, de continuer à faire de la rétention. Mais c'est plus facile de faire de la rétention quand j'ai un email. On est d'accord. Et ça ne part pas sur une base une boîte fictive d'Amazon ou autre. Alors, je voulais qu'on ouvre un autre chapitre, Enguerrand, qui est le chapitre des KPI. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde ou dans une ère dans laquelle on mesure beaucoup. Et du coup, moi, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que tu regardes, toi, tous les jours. Ton chiffre d'affaires, j'imagine. Mais qu'est-ce que tu regardes tous les jours ? C'est quoi les KPI qui sont vraiment clés pour toi ? Bon, alors, tous les jours... tous les jours, on est sur pour le coup, le chiffre d'affaires. Vous êtes des commerçants. À la fin, je dois faire du business. Et puis surtout, c'est celui vraiment qui a un impact qui est le vrai court terme. Le chiffre d'affaires, c'est celui réalisé aujourd'hui, parce que j'ai eu une vente qui a été faite aujourd'hui. En revanche, sur la partie plus mensuelle, on va forcément suivre visiteur unique, donc c'est les performances qu'on va réaliser dans chacun de nos canaux d'acquisition, parce que chacun est monitoré, donc à la fois du CRM, à la fois sur la partie plus display, méta et autres, sur le search, comment on se place. Donc search à la fois dans ce qu'on dépense et ce qu'on dépense pas. Donc où est-ce qu'on se place sur tel ou tel mot-clé, sur telle ou telle requête où on va chercher du travail et on fait du travail SEO. Voilà, c'est aller chercher de la performance. Je pense que il n'y a pas de secret dans l'e-commerce, c'est visiteur unique, fois mon taux de conversion, fois mon panier moyen. Mon panier moyen, de toute façon, c'est du cataloging, c'est des offres commerciales, c'est de la mécanique, c'est de la rétention, le fait qu'ils reviennent. Le taux de conversion sur mon site, je ne vais pas tous les jours le toucher, parce qu'il faut que je puisse analyser. Donc finalement, le seul où on peut vraiment toucher, c'est les visiteurs, quoi. C'est aller chercher plus de monde, et c'est qu'ils soient qualifiés, et qu'à la fin, effectivement, ils achètent derrière. Donc on est sur ce genre de KPI, mais le journalier, c'est chez d'affaires. Il y a pas de... À la fin, on est un vendeur. Ouais. Et tu me disais, tout à l'heure là quand on parlait d'IA, que aujourd'hui vous regardez vos placements, donc en plus de regarder vos placements Google, vous regardez vos placements dans les LLM. Ouais, parce que c'est une fonctionnalité qui est sortie il y a pas longtemps sur SEMrush, qui permet de suivre comment notre site ressort. Donc c'est récent, je crois que ça a l'air 2 mois, un truc comme ça.
Mais c'est intéressant parce que... Alors, ils expliquent un peu de comment ça fonctionne, en tout cas de eux, comment ils le déterminent. Okay. Et en fait, finalement, c'est quand même très lié à notre placement sur Bing, puisque Microsoft a acheté ChatGPT. Donc, en tout cas, pour ChatGPT, qui est celui qui est vérifié par SEMrush, il prend la position du site sur telle ou telle requête, il prend les 10 premiers, en gros, il fait sa petite machine et ensuite il ressort des résultats. Donc, l'importance, finalement, elle n'est pas sur Google, mais aujourd'hui, sur ChatGPT, elle est sur Bing. Mais donc, ils prennent pas comme ça, et c'est pas un robot. Ouais. ChatGPT se met pas à crawler nos sites. Et du coup, vous êtes bien placé alors ? Sur les requêtes importantes, ça va. Pas mal, on va aller voir ça. Donc ouais, donc dès à présent, ça tu regardes ça Ouais, parce que effectivement, c'est peu. Mais ce qui est peu aujourd'hui peut être 10-15% du volume de recherche se ferait peut-être chez ChatGPT ou autre LLM dans quelques années. Donc c'est important déjà de commencer à avoir des expertises, de commencer à réfléchir dessus, voir comment on peut travailler. Et on peut le faire ou réfléchir dessus qu'en ayant commencé à avoir des chiffres. Intéressant. Mais je pense pas qu'on puisse le tweaker encore. Ouais, ça peut faire l'objet de discussion. Ouais, on peut commencer à influer en intervenant sur les sources qui vont être prises en fait par les LLM. Je te disais, aujourd'hui on voit qu'il y a par exemple Wikipédia qui est très souvent cité par les LLM avec du coup un score d'autorité assez important. Donc ça veut dire que potentiellement si vous allez faire des pages sur Wikipédia, c'est une chance supplémentaire pour qu'en fait si le contenu est bien formulé, pour que le contenu soit répondu dans des réponses à des prompts clients. Oui, mais c'est de la même manière que sur Bing. C'est-à-dire le fait qu'il ait un score d'autorité se voit sur son position dans une recherche sur l'outil de recherche Bing. Donc c'est pas... Il révolutionne pas. Ah non, ouais, on est d'accord. Il prend les mêmes éléments et en plus, quand il a sa liste des 10 mieux placés, il va aller regarder pour le coup ce qui se passe sur le site. Et là, c'est là où effectivement, techniquement, il y a peut-être des choses à faire. On ne sait pas tout, mais par exemple, il cherche plutôt du JSON ou ce qui est dans ce genre de... Alors que c'est pas ce que Bing prend en premier. Ouais. Voilà, il y a peut-être du travail effectivement là qui vient plus technique, mais c'est un peu tôt pour le dire. On ne sait pas encore. Et on ne connaît pas exactement quel est le prompt. Je ne sais pas si on peut appeler ça le prompt, mais en tout cas la mécanique technique et informatique derrière de comment ils ingurgitent cette information. Exactement. C'est encore un peu une black box, mais ce qu'on voit, parce que nous c'est des sujets qu'on regarde pas mal, ce qu'on voit c'est que ça suit globalement le même fonctionnement que le moteur de recherche. Ouais. Il y a des règles qui sont un peu différentes, et donc l'enjeu ça va être de comprendre quelles sont les actions qui ont un impact à court terme, à moyen terme. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, il ne faut pas être aveugle. Donc, il faut savoir ce qui se passe. Donc, comme tu dis, faut avoir un outil qui permet de comprendre en fait, quand ta marque elle est positionnée sur un certain nombre de prompts. Et ensuite, une fois que tu as mis en place un certain nombre de choses, voir comment est-ce que ça réagit. Est-ce que tu améliores tes positions ou pas. Donc, Après, la chose à ressortir, c'est que faites attention à Bing. On se concentre toujours en France sur Google parce que il est le premier moteur de recherche utilisé par les Français. Ouais. Mais sortons de France parce que là, pour le coup, ChatGPT, il travaille sur Bing. Ok, donc toi, tu utilises Bing, c'est un canal stratégique pour toi, là, hors France ? États-Unis, par exemple. États-Unis, ouais, c'est un gros canal d'acquisition. Ça, on l'oublie. Hein. Oui, et particulièrement pour ChatGPT ne prend pas la position de Google. Il prend la position sur Bing. Puisqu'il a ils sont mariés. Enfin, ils l'ont acheté. Je sais plus le terme. Ils sont investisseurs. Pardon. C'est investisseurs. On sait pas tout. Ils ont ouvert la porte. Intéressant, ça c'est des bons conseils. On arrive bientôt à la fin du podcast, Enguerrand. En préparant le podcast, je me baladais un petit peu sur ton site, évidemment, pour regarder ce qui s'y fait. Ce serait une faute professionnelle de ne pas le faire. Donner des best practices. Exactement. Non, peut-être juste avant, j'ai vu que tu avais des produits, en fait, des coffrets qui étaient exclusivité online. Ouais. Ça, je voulais savoir, du coup, c'est cette stratégie, en fait, d'avoir des exclus.
c'est quoi? C'est un vrai vecteur de performance pour toi? C'est une manière de différencier ton prix? C'est un nice to have? C'est quoi le... Alors c'est un large sujet pour le coup. J'ai ouvert un nouveau chapitre là. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu un switch à un moment où on est passé de... On propose les produits Gérard Bertrand sur un portefeuille spécifique e-commerce à... on doit aller chercher de la performance. Mais aussi, on doit proposer une expérience supplémentaire. Et donc, on a créé nos propres produits. Donc, nos coffrets en particulier, mais il y a même des mécaniques où il n'y a que nous qui le faisons, ou qui ont été vendus d'une certaine manière. On a créé des produits spécifiques pour le e-commerce, parce que, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'on n'est pas comparé à d'autres. Si je prends d'un point de vue un peu logistique, mon EAN est unique, et il n'y a que moi qui l'ai. Donc je n'ai aucune comparaison de prix avec mon EAN, c'est mon code barre. Pardon. Je pense que j'ai fait un peu de Carrefour, donc j'ai pour quelques restes. Pour le reste, ceux qui nous écoutent, le code barre, c'est l'identifiant utilisé par tout le monde. Donc quand moi j'ai un produit que je mets en vente, tout le monde, s'il met ce code barre, il a un prix chez tout le monde. On voit qui pratique tel prix. En ayant un produit unique, je suis le seul à le porter, donc le seul prix, c'est moi qui le propose, et la seule offre commerciale, il n'y a que moi qui la propose. Donc dans un effort d'aller chercher la performance, qu'on a voulu faire vraiment une campagne omnicanale 360 pour aller chercher de la nouvelle clientèle, aller convaincre, faire à la fois de la noto, de l'image de marque et de la performance commerciale, l'angle qu'on a pris, c'est créer nos propres produits, nos propres coffrets, avec notre propre expérience, et c'est passé par là. Et ça vous a permis de recruter? Ah oui, c'était vraiment, on a fait le moment où on a commencé à faire des campagnes là, c'est un vrai switch de je veux pas dire qu'on se battait sur le prix, mais on avait peut-être une clientèle qui ne nous achetait que parce qu'à ce moment-là, il y a que nous qui voyaient, ou que nous qui avions du stock, ou on était peut-être le moins cher à ce moment-là. Enfin, je suis peut-être méchant, mais c'est un peu ça en ligne, parce qu'ils font comme tout le monde, ils cherchaient gris blanc 2024, ils tombaient sur le site avec la meilleure offre du moment. Avec là, on avait vraiment une manière de travailler un persona, un type de clientèle, d'aller l'identifier, lui créer une audience qui correspond à ce persona, et d'aller travailler cette audience avec une offre. Et donc, on a été chercher une clientèle que non, on n'avait pas. C'était des gens qui ne nous connaissaient pas, qui n'achetaient pas nos vins, et en travaillant justement sur les USP de ces produits-là, qui étaient présents en magasin. On avait déjà une distribution, mais qui était un produit unique posé dans un rayon. Non, on les a packagés, ils étaient 3, blanc, rouge, rosé, avec une offre spécifique, en expliquant un peu plus. Et on l'a pu faire qu'en ayant ces offres différentes. Ok. Et ça, vous le faites souvent? Maintenant, on passe de plus en plus par ce genre d'opération, où on va créer un produit d'une manière ou d'une autre. Ça peut être juste en rajoutant quelque chose. Ouais. En ce moment, c'est rajouter en ce moment, on a un truc, c'est 6 bouteilles et on a un seau qui est offert. Ok. Donc, le prix, finalement, c'est le prix des 6 bouteilles. Le seau est vraiment offert. Mais c'est une manière différente de proposer, de parler d'un vin. Alors là, je ne vais pas parler d'une offre parce que le but, c'est pas de vendre le produit. Mais on va au-delà. Pourquoi est-ce qu'on offre un seau? Parce que ça doit être offert frais, ça doit être bu frais, parce que c'est avec des huîtres. Donc, il y a l'ambiance. Le seau, il fait un peu ambiance... un blanc peut-être. Côte Atlantique, je vais rien dire parce que je suis pas là pour vendre, et donc on peut travailler l'image à la fois de la marque, mais du produit en lui-même, de qu'est-ce qui est l'avantage du produit grâce à ces offres packagées. Ou un de nos vins orange, un carnet de recettes sur les fromages. Ça va être faire plus. Et pas, en vendant un produit au même moment. Voilà. Donc c'est pour ça que l'intérêt d'exclusif e-commerce, c'est pas exclusif parce que la marque a créé, c'est nous pour aller chercher une nouvelle clientèle qu'on crée nos propres très intéressant. On pourrait penser que c'est pour aller faire de l'upsell sur des clients existants, ce qui doit pouvoir, j'imagine, aussi arriver, mais c'est intéressant de voir que c'est non, c'est du nouveau client. Le sujet, c'est vraiment conquête de nouveaux clients. Ok. Bon, alors ça, c'est un très bon enseignement pour ceux qui nous écoutent, qui veulent aller chercher des clients, tester des offres exclusives, des produits exclusifs. J'imagine que tu ne partages pas avec les marketplaces. On est d'accord? Ou tu les gardes sur ton D2C? Pas au lancement. Mais après, c'est-à-dire un an après, si on l'a proposé. Okay. Alors il y a pas tout le côté 360, mais il y a le côté où le produit a été testé et où on sait qu'il y a un pool.
Ok. C'est un peu c'est swim in the blue sea. Me semble. C'est nager dans l'eau bleue, quoi. Et justement, j'ai testé le produit. C'est un produit qui digitalement fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison que si moi, avec mes mécaniques, si je le transvase chez un partenaire, elle ne fonctionne pas. Parfait. Tu proposais tout à l'heure donc peut-être de partager des bonnes pratiques. Moi, ça m'intéresse. Donc là, on a eu un très bon exemple. Est-ce que pour celles et ceux qui nous écoutent, qui se posent des questions sur comment transformer leur modèle avec l'e-commerce ou le digital commerce, j'aime bien parler de digital commerce pour inclure aussi les marketplaces, qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil des choses que tu as vécues où tu te dis ça j'aurais bien aimé qu'on m'en parle avant, ou ça je suis allé dans le mur, c'était compliqué. Voilà, t'as pas de tabou, tu peux y aller. Alors il n'y a pas de tabou, mais c'est important de s'assurer comment on se je sais pas comment dire, se liste, on se référence sur l'ensemble de ces plateformes. Il faut le faire étape par étape, mais il faut le faire bien et complètement. Si une marque aujourd'hui qui a je sais pas, beaucoup de produits, 1000 produits ou 2000 références, s'ils veulent se mettre sur la place de marché, assurez-vous d'avoir un PIMDAM qui est nickel, que ce soit un PIMDAM qui puisse être facilement connectable avec d'autres outils, parce que la donnée produit, c'est la clé sur l'ensemble de ces plateformes. Et il faut pas le faire à la main. C'est pas du travail qui doit être fait sur un Excel qui est volant, qui est demandé à une alternant ou à un stagiaire de compléter. Non. Faut avoir un PIMDAM. Si des marques l'ont pas encore, il faut en avoir un. Parce que c'est un effort au niveau de l'entreprise, corporate, d'avoir une donnée produit accessible facilement à n'importe qui. Et donc, je pense que le PIMDAM, déjà, c'est une première base. C'est fondation pour pas faire n'importe quoi quand on référence les produits sur des plateformes comme ça. Après, sur les marques qui ne sont pas encore, de toute façon, sur des distributeurs qui le demandent, normalement, ils ont des PIMDAM qu'ils alimentent. Carrefour, par exemple, ils ont des outils, mais si on est sur du exclusif et on se dit, tiens, je veux faire un peu du mass market, c'est possible, vous n'avez pas encore le PIMDAM, et je le conseille. Product Information Management et Data Asset Management. C'est de la base de données produits. C'est des outils logiciels SaaS qui peuvent être très facilement implémentables, mais ça permet que toutes les strates de l'entreprise travaillent ensemble sur une donnée produit consolidée. Je suis 100% d'accord avec toi. Ça, c'est la base. Est-ce que tu as un autre conseil à partager ? Bon, alors, c'est pas le côté exclusif, mais c'est travailler son unicité. En tout cas, sa différence. C'est toujours enfin en tout cas nous, quand on était vraiment différent sur tel ou tel type de produit, c'est vraiment là où on a été conquérir une nouvelle clientèle et où on a fait des pas de géant sur notre présence en ligne. Donc c'est pas une question de vouloir toujours être différent, mais en tout cas dès qu'on identifie une différence, il faut si on communique pas, en tout cas l'utiliser dans sa communication et dans ses efforts digitaux. Et là, tu parles d'USP produit USP produit, ça peut être d'avoir un type de solution qu'on est les seuls à avoir, ou ça peut être les seuls à j'en sais rien, alors produire en France, puisqu'on là on parle sur des marques françaises, mais si on est les seuls à produire en France un type de choses, il faut y aller, mais à 4000%, il faut mettre le drapeau bleu partout. Le blanc rouge, pardon. Le drapeau bleu, blanc rouge partout. On l'avait. Et bien voilà, c'est l'unicité qui fait la performance. Vraiment, sur des... Parce que dès qu'on a du monde, c'est-à-dire que tout le monde a le même discours, la même chose, travaille les mêmes requêtes. Non, il faut essayer justement de comment faire sa place. Je t'ai pas demandé, Enguerrand, ta plus grande fierté professionnelle chez les vins Gérard Bertrand. Est-ce qu'il y a un truc dont tu es assez fier, que tu as fait toi, tes équipes, que tu voulais partager avec nous? Je suis pas sûr que j'avais une bonne idée, mais alors le succès des vins oranges. Qu'est-ce que c'est les vins oranges? Alors les vins oranges, pour ceux qui connaissent pas, c'est du vin blanc, sauf que la peau, elle a macéré un peu plus longtemps. Enfin, elle l'a macéré, alors que normalement du vin blanc, c'est juste
le liquide qui est pressé à l'arrivée en cave, le vin blanc, le vin orange, la peau macère, donc souvent il y a une couleur un peu plus orange ou dorée, et donc ça donne, et souvent il y a aussi un peu d'amertume qui vient justement de ce contact avec la peau. Donc c'est un type de vin qui existe depuis 3500 ans, qui a été inventé en Géorgie, mais qui était depuis... Enfin, autour de notre période à nous, c'était plutôt un vin de niche. Et c'est vrai que nous, quand on a voulu lancer notre propre vin orange, à une période où c'était un peu plus demandé par les sommeliers, en tout cas par... Voilà, la manière dont nous, on l'a traité au niveau digital pour en faire un succès, c'est une fierté parce que on cherche vin orange. On n'est peut-être pas toujours le premier, mais en deuxième, on a Orange Gold Gérard Bertrand. Donc on a réussi à placer avec un travail de SEO, un travail de display, où on a joué sur l'orange, et ça a été un travail de longue peine, mais on est un des référents du vin orange en France et même dans le monde aujourd'hui. C'est pas vous qui l'avez inventé. Hein, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça existait déjà, mais le moment où on s'y est mis nous, et il y a eu un vrai impact digital. Et c'est le côté un peu swimming de Blue Sea. Parce qu'à ce moment-là, on était un peu Blue Sea. Il y avait quelques producteurs qui proposaient quelques milliers de bouteilles. Mais on était à un moment où, non, il n'y avait personne qui produisait autant de bouteilles de ce type de vin. Je ne sais pas si on peut inciter à aller goûter du vin orange dans les podcasts, mais je pense que ça se teste. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, exactement. À consommer avec modération. Voilà, le fait que j'ai dit cette phrase-là et que je suis professionnel du vin, je vous invite à déguster des vins oranges avec du fromage, bien évidemment. Okay. Mais très intéressant, c'est des vins justement où c'est du vin blanc, mais ça n'a rien à voir. Il y a de la matière. Okay. Il y a de la matière et c'est très intéressant à déguster. Ça donne envie. Bah écoute, Enguerrand, je te remercie beaucoup pour ce partage. Avec grand plaisir, Cédric. Et je te souhaite un très bel été. Ça marche.